Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode d'aujourd'hui qu'on fait avec Jérôme Mahoué. Bonjour Jérôme. Bonjour Maxime. Merci de prendre un petit peu de temps dans ton agenda très chargé pour discuter de plein de choses de ton parcours. Tu es neurologue aux urgences céphalées de la Riboisière. Tu es aussi enseignant au sein du DIU, diplôme interuniversitaire de céphalée et migraine. Ouais. Et puis, tu as plein de choses à raconter, notamment une activité sur les réseaux sociaux pour de la pédagogie, plein de trucs très intéressants. Donc, merci beaucoup. D'où est-ce que tu arrives? Où commence l'histoire de tes études médicales, de ta vie médicale? Ah, écoute, moi, j'ai pas du tout d'histoire familiale de médecine comme parfois. Moi, ça m'intéressait et je me suis lancé dans la médecine. Je viens de Belgique, donc j'ai fait mes études en Belgique. J'ai hésité entre plusieurs spécialités, mais je savais que c'était du médical. Je savais que je voulais que ce soit de la réflexion, donc j'avais hésité avec l'endocrino, etc. Tout ce qui est un peu parfois critiqué comme vraiment des boucles de rétrocontrôle et tout ce qu'on veut. Mmh. Et après, voilà, j'ai bien aimé la neuro, l'importance de l'interrogatoire, de l'examen clinique. Et j'ai commencé la neuro et je ne savais pas exactement ce que je voulais faire en neuro, mais je savais que j'avais envie d'être sur-spécialiste. En fait, j'avais cette notion qu'on ne pouvait pas être à l'aise avec tout ce que ça pouvait comporter vu la large palette des maladies, des traitements, etc. Et je ne savais pas exactement quelle surspécialité j'aurais envisagé de faire. Mmh. Et puis, j'ai rencontré le professeur Bousser, qui était une grande sommité dans le domaine de la neurologie vasculaire et des migraines. C'est notamment elle qui a découvert la maladie de Cadazil. Et en fait, elle est venue parler en Belgique. Elle travaille à Paris, elle est venue parler de sa maladie de Cadazil, etc. Et j'ai été bluffé par cette petite bonne femme qui était chef de service de la Riboisière, professeur, spécialiste migraine et AVC. Et j'ai été la trouver. Et je lui ai dit, est-ce que je peux venir éventuellement comme externe chez vous? Et elle m'a dit, bien sûr, voilà mon numéro de téléphone. Et puis, je suis venu comme externe pendant 1 mois. Ok. Alors attends, parce que là, tu nous parles de l'externat. Et donc, du coup, tu es déjà en train de nous raconter que tu viens en France au cours de l'externat, c'est ça? Ouais, j'ai eu cette chance de pouvoir, parce que j'ai osé aller la trouver, parce qu'elle était très réceptive et très sympa. Je suis venu pendant 1 mois en externat, donc c'était un peu différent. En Belgique, c'est un peu différent. Donc on va discuter de tout ça. En Belgique, à ce moment-là, en tout cas, l'externat, c'était 1 mois dans un service et tu étais non-stop, sauf 2 jours où tu avais des cours intensifs pendant 2 jours. Et grâce à ça, je suis venu ici pendant 1 mois et pour le coup, j'étais plus présent que les autres externes. Et ça s'est hyper bien passé, j'ai adoré. Et on a eu un peu un coup de foudre professionnel puisqu'elle m'a dit « Reviens quand tu veux comme interne ». Ok. Alors, on va un petit peu décortiquer tout ce qui s'est passé un petit peu avant. En Belgique, tu arrives d'où ? Alors, moi, je viens de la ville de Spa, là où il y a les thermes de Spa, où il y a l'eau de Spa, où il y a le circuit de Spa-Francorchamps. Et j'ai fait mes études à Liège, qui est la plus grosse ville tout près. C'est une volonté assez rapide de vouloir faire médecine ? J'ai hésité, tu sais, pour te donner un exemple, on était en voiture avec ma mère pour aller m'inscrire à l'université et là, elle me dit « T'es vraiment sûr que c'est médecine ?» Je dis « Mais pourquoi tu me poses la question? En fait, je suis plus si sûr que ça maintenant. » Et à la place, on n'est pas allé m'inscrire à l'université, on est allé m'inscrire à un test de compétences, etc. Où à la fin de ce test, on m'a dit « Écoutez, c'est peut-être commercial, c'est peut-être avocat, c'est peut-être médecine, je ne sais pas. » Et je me suis dit, écoute, j'avais quand même cette idée de la médecine. J'avais envie de soigner des gens, de me sentir utile. Et c'est comme ça que je suis parti. Et puis après, j'ai jamais plus de doute. Ok. Comment ça se passe la première année en Belgique? Est-ce que c'est un concours aussi élitiste qu'ici? Est-ce que ça fait peur comme ici? Alors, c'est difficile, c'est très dur. Moi, je me souviens de premier cours où le prof vous dit, voilà, vous avez vu, vous avez une personne à votre gauche, une personne à votre droite. Sur les 3 que vous êtes, il en restera qu'un des 3. Et c'est vrai, on avait des amphithéâtres qui étaient nommés par des numéros en fonction du nombre de personnes qu'il y avait dans l'amphi. Donc, il y avait l'amphi 500, il y avait 500 places. Il y avait l'amphi 300, c'était l'amphi de 300 places, et l'amphi 303 avec 303 places. Et les premières années, on était dans l'amphi 500.
Et après, on a fini dans des petits amphis, on était 63, quelque chose comme ça, dans mon année. Et c'est une première année concours également ou c'est comment ça se déroule ? Alors moi, juste à mon année, il n'y avait pas de numerus clausus. Ok. Il y en a eu un juste après. Mais voilà, c'était quand même très compétitif et il y avait une sélection quand même. Ouais, il y avait une sélection, tout à fait. Et puis après est venu le numerus clausus et pour le coup, j'avais, moi, en tant que représentant des étudiants au conseil de faculté, en tant que membre de l'association des étudiants en médecine, etc., essayé justement de réfléchir et de faire que le numerus clausus casse le moins possible les espoirs des gens. Tu nous dis ça très rapidement, mais tu as eu des fonctions en tant que représentant de syndicat ou représentant des étudiants ? Ouais, moi j'étais à l'association des étudiants en médecine, l'association royale des étudiants en médecine. Et j'étais aussi représentant au conseil de faculté. Ok. Et voilà, j'essayais aussi d'améliorer les choses. Et même si moi, je n'étais pas concerné par le numerus clausus, j'avais essayé que ça ne bloque pas les espoirs des gens, mais que ça ne leur en laisse pas des tout à fait inappropriés. Parce que finalement, à un moment, en Belgique, à un moment, tu as eu le numerus clausus à la toute fin. Parce que des gens, pour des idées pour une idéologie d'accès aux études, avaient dit on ne peut pas empêcher les gens d'avoir accès à l'étude, mais par contre, on peut les empêcher d'avoir accès à la profession. Et donc, on avait validé l'idée qu'on puisse faire 7 ans de médecine pour qu'on vous dise non. Je trouvais ça pas idéal. Et c'est vrai qu'on avait fait même des études qui avaient montré que finalement, après 1 an, la sélection, elle reflétait bien ce qui se passait plus tard, par exemple, après 3 ans. Donc, c'était en ça qu'on avait essayé de soutenir un projet qui ne faisait pas que les personnes allaient passer des années pour finalement ne pas accéder à la profession, quoi. Ok. Du coup, combien d'années d'externat ? Ça s'appelait comme ça, l'externat aussi, en Belgique ? Ouais, ça ne s'appelle pas l'externat. En fait, on est... j'ai même oublié le terme, là, mais... On est stagiaire médecin. Okay. Et on dit parfois médecin stagiaire pour se sentir un peu plus médecin. Et ça, en fait, c'est pendant 2 ans. Donc, ça a changé depuis, mais moi, c'était 7 ans pour être médecin, pour faire, en tout cas. Et donc, c'était 5 ans avec peu de pratique et puis 2 ans quasiment que de la pratique, où c'était 1 mois ici, 1 mois là, avec des stages imposés et 21 mois sur 24. Voilà. Ok. Et un statut d'interne avec le virage par les ECN, le concours de la fin de la 6e année. Alors nous, c'était différent. Donc après, c'est cette année. Donc pendant les années d'externat, donc les 2 années, c'est l'occasion justement de tester, d'aller dans des stages qu'on a envie de faire. Okay. Donc moi, c'est vrai que j'avais aussi hésité avec la neuro-ophtalmo. Je trouvais aussi très intéressant cette réflexion qu'on pouvait avoir, d'essayer de localiser la lésion en fonction des symptômes, etc. Je me souviens d'une neuro-ophtalmo très bien qui s'appelait Cécilie Andris qui m'a dit « Écoute, je vais être honnête avec toi, c'est parfois un peu frustrant parce que parfois tu fais des beaux diagnostics et puis après tu repasses le bébé à quelqu'un d'autre et tu ne vas pas jusqu'au bout de la prise en charge. » Elle avait été très honnête et elle avait un super métier, mais c'est vrai que ça m'avait fait un peu douter. Donc voilà, j'avais fait des stages et j'avais eu l'occasion de faire des stages en neuro et à confirmer mon envie de faire ça. D'accord. Très bien. Du coup, une fois que tu as fait ce petit mois en France, comment ça se déroule ? Tu dis banco Moi, j'ai adoré d'avoir travaillé avec elle, avec le professeur Bousser. J'étais aussi venu un autre mois, j'avais aussi fait un autre mois à la Pitié-Salpêtrière avec le professeur Agit, qui était un spécialiste des mouvements anormaux, des tremblements. Mais j'avais vraiment eu ce coup de foudre sur le service, sur la personne du professeur Bousser. Surtout, voilà, c'était la première unité neurovasculaire. Et donc, j'ai adoré faire ça comme externe. Et je me suis dit, il faudra que je revienne comme interne. Elle me l'avait d'ailleurs proposé. Et voilà, j'ai commencé après mon internat à Liège avec le professeur Martens de Noordhout. C'était dans un hôpital universitaire. Et j'ai appris énormément de trucs et j'ai eu une formation de neurologie générale. Okay. J'ai eu la chance de travailler avec le professeur Schounen, qui était un spécialiste de renommée mondiale dans les céphalées. Mais c'est vrai que sur le plan vasculaire, j'avais vu ce qu'on faisait ici à Paris, dans un centre d'excellence, et qu'à ce moment-là, en Belgique, on n'était pas à ce niveau-là. Donc, j'avais cette envie de revenir pour réapprendre des choses et maintenant avec une casquette d'interne. Ok. En mode sur le côté équivalence, t'es embêté sur le plan administratif, il y a quelque chose Ah non, là c'est l'Europe, donc il n'y a pas de problème d'équivalence, etc. J'étais même un peu avantagé puisque après les 7 ans de médecine, je deviens docteur en médecine. Et après, je fais mon internat, mais en étant docteur en médecine, alors que
en général, en France, on n'est pas docteur en médecine. Voilà. Ok, donc une thèse quand même. Oui, donc une thèse... Parce que nous, en France, c'est obtention du niveau du statut de docteur en médecine lors de la soutenance de thèse. Ouais. Moi, j'avais fait une thèse justement sur la maladie de Cadazil, la maladie du professeur Bousser. Et puis après, j'ai fait... Et puis après, voilà, donc j'ai déjà développé un intérêt pour les céphalées avec le professeur Chounel, mais aussi pour le vasculaire. Et j'ai fait pendant mon internat le DU neurovasculaire. Ok. Et puis, il y avait un master européen qui se faisait en Autriche, avec tous les grands spécialistes européens du vasculaire qui organisaient une formation sur 2 ans et demi, un master de sciences, avec beaucoup de distanciel, ce qui était un peu avant-gardiste à ce moment-là. Et en gros, c'était un peu niveau au-dessus du DU, puisque c'était tous les spécialistes du vasculaire qui venaient parler. Mais voilà, c'était des gens de toute l'Europe, voire même de plus loin. Okay. Et donc, j'ai fait ça en plus. Et donc, en même temps, j'ai réussi à revenir pendant mon internat 1 an avec le professeur Bousser. Ok. Tu prends quel poste en fait en arrivant? C'est comment? Donc là, c'est vrai que j'étais toujours l'équivalent de ce qu'on appelle, l'internat en Belgique, ça s'appelle être médecin assistant. Donc j'étais assistant à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est un peu comme partout, on est de la main d'œuvre pas chère, donc on aime bien nous garder. Donc mon chef de service, je lui demande et je lui dis voilà, je voudrais retourner chez professeur Bousser pendant 1 an. Il me dit ah oui, mais non, on a besoin de toi, etc. etc. Et donc, j'y suis allé un peu au forcing. Je dis, voilà, moi, si j'y retourne pas, c'est pas grave. Je vais finir l'équivalent de mon internat dans un autre hôpital où je vais dealer, que je fais 2 ans avec eux et 1 an avec elle. Puis, il m'a dit, non, mais c'est bon, tu peux y retourner. Et donc, je suis revenu à Paris faire mon avant-dernière année d'internat. Ok. Et là, c'est vrai que j'avais un statut un peu particulier parce que je n'étais pas vraiment interne. Elle était débrouillarde, elle avait envie que je vienne, j'avais envie de venir. Donc, j'ai grappillé un peu une bourse par-ci, quelques vagues par-là. Voilà, et donc j'étais à temps plein, bien sûr, mais sur le papier, je n'étais pas vraiment à temps plein. Ça a dû vraiment matcher parce qu'il y a vraiment visiblement des petits arrangements. Oui, mais c'était une personne qui vraiment avait vraiment vocation à partager, à faire mieux connaître ses maladies, etc. Et qui était vraiment très investie et qui, si elle avait une confiance en quelqu'un, elle la portait jusqu'au bout. Ok, super. Du coup, un petit amour pour Paris aussi ? Du coup, c'est vrai que Paris, de toute façon, voilà, on a pire. C'est sûr que, voilà. Donc, j'ai adoré Paris. J'ai eu la chance de rencontrer très vite des amis, etc. Et j'ai adoré travailler dans ce service qui avait donc un attrait vraiment important pour le vasculaire, mais où il y avait aussi un attrait pour les céphalées, parce qu'il y avait le centre d'urgence céphalée, parce qu'on récupérait leurs patients hospitalisés, parce que Marie-Germaine Bousser avait des consultations de céphalées. Donc voilà, j'ai toujours gardé un intérêt pour les deux. Et puis après, comme on était spécialiste, par exemple, de la thrombose veineuse cérébrale, on voyait des gens qui venaient de très loin avec des tableaux comme celui-là. Et donc, ils avaient bien sûr des céphalées et des pathologies vasculaires. On était aussi spécialiste du syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible. Ce syndrome qui donne des céphalées brutales, en général en coup de tonnerre, très souvent circonstancielles, à l'effort, lors de rapports sexuels, etc., de manière répétée, et avec des spasmes au niveau des artères. De par le fait qu'on était un des premiers centres de neurologie vasculaire avec une USI, de par le fait qu'on avait le centre d'urgence céphalée, on avait un recrutement de cette maladie, mais qui était sans commune mesure avec tous les autres spécialistes. Donc ça, c'était... En fait, c'est par le vasculaire que tu rentres dans les céphalées, migraines. Exactement. C'est vrai que j'avais déjà commencé avec le professeur Chounel avant, mais plus encore avec Marie-Germaine, qui, elle, avait ces 2 casquettes, vasculaire et céphalée. Ok. Et voilà, il y a un intérêt pour les céphalées vasculaires, justement. Ouais, ok. Et le DIU, migraine et céphalée, il existe déjà? Tu le fais? Alors, à ce moment-là, je ne me souviens pas exactement. Donc, il y avait le DU. Moi, je me souviens, quand j'étais externe, Marie-Germaine m'avait dit, tiens, si tu veux, il y a justement le DU, si tu veux venir assister. Mais juste à une partie, donc je l'avais déjà un petit peu vu. Et puis après, il a un peu évolué. Il est devenu interuniversitaire. Et je l'ai fait un peu plus tard, ça pour le coup. D'accord. Parce que j'avais déjà, j'avais mon DU de neurovasc, j'avais fait mon master et juste après, j'ai aussi fait un DU de pathologie inflammatoire.
pour le cas où je voudrais cette casquette-là. Donc, je ne me suis pas trop servi. Mais, Je l'ai fait aussi, mais peut-être que c'est pas le même. Mais... Ouais, moi, c'était à Limoges. Moi, c'est un début, non, à rallonge, c'est pathologie inflammatoire, rhumatisme et maladie systémique, enfin un truc... moi, c'était vraiment que du système nerveux central. Ah oui. C'était surtout sclérose en plaques et toutes les maladies apparentées. Mais j'avoue que je ne l'ai jamais vraiment mis en pratique. Ok. Et comment on obtient cette casquette? Parce que petit à petit, l'étau se resserre, entre guillemets, et tu vas vraiment spécialiser ta pratique vers là. Ça se fait, je suppose, de fil en aiguille, année après année. Depuis toujours, j'avais cet intérêt-là. Et donc, grâce au professeur Schunen, j'en avais fait avec lui, etc. Après, j'ai vraiment gardé un intérêt pour les céphalées vasculaires. Progressivement, je me suis aussi rapproché du centre d'urgence céphalée. Et à un moment, j'avais un temps partiel neurovasculaire et centre urgence céphalée. Et aussi, c'est vrai que comme le professeur Bousser, c'était mon mentor, j'avais vraiment partagé plein de choses avec elle. Elle était moins présente dans le service, elle est partie à la retraite. Donc c'est vrai que je me suis dit, c'est aussi l'occasion de voir d'autres choses et d'aller aux urgences céphalées. Parce que je voyais souvent passer les patients d'aval, je voyais que c'était... qu'on pouvait vraiment avoir une expertise... Et donc, progressivement, j'ai fait mi-temps urgence céphalée, mi-temps vasculaire. Et j'avoue que j'ai adoré l'activité professionnelle des urgences céphalées et puis l'équipe qu'il y avait aux urgences céphalées. C'était une petite équipe où tout le monde travaillait beaucoup, où tout le monde galérait, mais tu sais ce que c'est à l'hôpital. C'est vrai que ce qui est un peu le truc qui peut nous tuer, c'est quand tout le monde ne joue pas le même jeu et que tu travailles comme un forcené et que tu te rends compte qu'il y en a d'autres qui ne travaillent pas du tout. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Là, c'était vraiment... tout le monde était dans la même galère, tout le monde travaillait beaucoup, tout le monde essayait de faire de son mieux pour les patients. Et c'est ça que j'ai adoré dans cette petite équipe, quoi. C'est quoi le mode d'entrée aux urgences de céphalée? Les patients arrivent d'eux-mêmes, ils sont étiquetés, envoyés par quelqu'un? Comment ça se passe? Donc, les urgences céphalées, en fait, tout ça, ça remonte à 2000. Okay. Ça a été de dire, on fait... Finalement, il manquait d'accès pour les patients qui avaient des céphalées récentes. Et donc, ça a été créé comme ça. Et vraiment, l'idée, c'est de dire, c'est une céphalée récente, inhabituelle, ou une céphalée récente, mais qui ne cède pas. Et donc, l'idée, c'est d'accepter de prendre un patient qui est migraineux, mais qui a une crise carabinée, mais aussi un patient qui dit, j'ai jamais mal à la tête, mais là, j'ai mal à la tête depuis 2 jours, ou bien j'ai mal à la tête en général, mais là, c'est tout à fait inhabituel. Ça vient de s'installer très brusquement. Donc voilà, c'était un caractère récent. Et c'est vrai qu'on le sait, il y a beaucoup de gens qui souffrent de céphalée et qui, au bout de mois ou années, ils craquent. Et pour eux, ça devient une urgence. Et j'entends bien leur souffrance. Mais c'est vrai que nous, malheureusement, vu les conditions de travail dans lesquelles on est, vu le nombre qu'on est, on ne peut pas les accepter dans le cadre d'urgence céphalée, même si pour eux, ça devient une urgence. Dans la réalité, non. Nous, on doit, notre challenge de tous les jours, c'est de dire, tiens, voilà, ce patient qui vient d'arriver, est-ce que c'est une migraine un peu plus forte ou est-ce que, comme il est migraineux, il a le droit et la possibilité de faire une méningite ou une rupture d'anévrisme, ou est-ce que c'est un Covid? Voilà, ça, c'est un peu le challenge. Mais c'est vrai que, oui, un patient qui a une migraine plus forte, on va le soulager. Oui, on va lui donner des pistes pour aller mieux, mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir débuter une prise en charge, un suivi au long cours, parce que malheureusement, on n'est pas en nombre. Et ça, c'est comme tu dis, un challenge parce que c'est délicat lors de la venue d'un patient de savoir, c'est tout un métier, de savoir dire là, on est OK, on va pouvoir prendre en charge ce patient. Là, on sort un peu des motifs de consultation qu'on est censé prendre en charge. Qu'est-ce qui fait ça à l'arrivée des patients? Alors ça, c'est très difficile, c'est la partie que tout le monde déteste. Ouais. C'est sûr que c'est pas satisfaisant. Un patient qui vous dit, je viens de faire 10 km ou 15 ou parfois plus pour mes céphalées, mais c'est vrai que malheureusement, s'ils ont mal à la tête tous les jours depuis 10 ans, bien sûr que ça peut être très handicapant. Mais pour le coup, on n'est pas face à une urgence vitale. On ne va pas passer à côté d'une rupture d'anévrisme, d'une méningite qui dure depuis 10 ans, d'une tumeur qui dure depuis 10 ans. Et là, c'est vrai que commencer une prise en charge et voir la personne pour dire vous avez besoin d'un suivi, vous avez besoin de... Ça n'a pas vraiment de sens quand on sait qu'on en a d'autres qui attendent avec une suspicion de méningite, avec peut-être une rupture d'anévrisme. Dans un monde parfait, on verrait tout le monde, on orienterait tout le monde, on verrait... Mais malheureusement, on n'est pas dans un monde parfait et l'hôpital public est loin d'être parfait et on est obligé de restreindre
pour ne pas mettre en péril d'autres personnes qui attendent aussi. Sur le plan médical, c'est quand même très intéressant parce que, bon, moi, à titre individuel, je suis dans un centre de la douleur où je vois des migraineux, des céphalées chroniques. Il y a quand même une part aiguë dans ton activité qui est... je prends mes précautions, c'est intéressant sur le plan médical, évidemment que ça peut être très grave, etc. Mais sur le plan médical, t'as pas que du chronique, tu as aussi des choses qui demandent une certaine adrénaline. Oui, tout à fait. Bah, là, on peut avoir le patient qui vient avec une rupture d'anévrisme, on peut avoir le patient avec la méningite, la thrombose veineuse, la dissection. On a vraiment plein de trucs. Mais même un patient qui vient avec une crise de migraine en disant, on ne sait pas ce que j'ai. Parce que on a fait tous les examens, on ne sait pas ce que j'ai. Non, j'ai la migraine. Parce que pour lui, migraine, ça veut dire c'est un symptôme. Et il a déjà vu 2 neurologues, il a déjà vu ceci, cela. De prendre le temps de lui expliquer que la migraine, c'est pas un symptôme, c'est un diagnostic, que certes, on lui a fait un scanner, une IRM, mais ça ne se voit pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas mal. De lui donner un traitement de crise qui marche et lui dire, allez voir un neurologue et noter un peu vos maux de tête, etc., on se sent utile aussi. C'est vrai qu'il faut essayer parfois de déconstruire ce synonyme migraine-céphalée, migraine, maux de tête. Les gens pensent qu'ils sont migraineux avec un mal de tête. Bref, c'est pas le projet. C'est ça, mais on est d'accord. Et vous imaginez le patient à qui on dit ah oui, tu as la migraine, moi j'ai ça aussi quand j'ai quand je suis resté dans un endroit un peu confiné, je prends un grand bol d'air et ça passe. Non, t'as pas la migraine en fait, t'as des céphalées de tension. Ouais. Donc, et c'est pas le projet d'aujourd'hui de faire un cours de neurologie ni de céphalée migraine, mais pour le vivre au quotidien, il y a plein de choses, de la pédagogie à faire. Ouais. On discutera tout à l'heure de cette pédagogie que tu réalises si bien, mais il y a aussi une particularité dans la structure dans laquelle tu es, c'est ce fameux service qui propose des lumières apaisées, atténuées. Tu peux nous raconter comment s'est construite cette idée ? Mais oui, mais ça, on le sait, comme les patients migraineux et les patients qui ont d'autres types de céphalées ont souvent la photophobie, sont vraiment agressés par la lumière. Eh bien, quand le service a ouvert d'emblée, on a mis, moi j'y étais pas, c'était le docteur Valade à ce moment-là qui avait ouvert ce service avec notamment Marie-Germaine Bousser aussi et d'autres. Ils avaient mis des lumières bleues un peu comme en boîte de nuit parce que on savait que plus il faisait sombre, mieux c'était, puis il fallait bien garder un petit peu de luminosité pour que les infirmières puissent faire leur prélèvement et ainsi de suite. Je propose à ceux qui n'ont pas déjà vu de se rendre sur Internet. Il y a quelques photos, c'est assez intéressant, c'est assez atypique comme ambiance. Ouais. Tant qu'ils ne se rendent pas à l'hôpital pour des céphalées chroniques, il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour visiter les services. Mais tout à fait. Et après, c'était lumière bleue. Et puis, la recherche avançait. Il y a eu des nouvelles données qui montrent que finalement, la lumière qui agresse le moins, c'est le vert. Et donc, on a changé. On est passé au vert. Et une ambiance assez incroyable au sein du service. Ça, c'est lumière verte dans le service des urgences ? Ouais, donc avant, le service des urgences céphalées, c'était une petite porte dérobée à l'accueil des urgences. Là, ça devenait un petit peu étroit. Quand il y a eu le Covid, c'est devenu compliqué. Donc, on a eu un autre service qui est, lui, plus séparé des urgences. En effet, les lumières sont vertes. Et là, il y a le nouveau Lariboisière qui est en train d'être construit. A priori, on serait un peu plus près des urgences pour avoir toujours cette possibilité. Le patient arrive aux urgences, c'est des céphalées plus une hémiparésie droite, c'est pas pour nous. Ou bien c'est des céphalées isolées, c'est pour nous. Ok. Et donc, c'est pas un service d'hospice, c'est vraiment le box des urgences qui sont organisés comme ça. Alors, c'était un service qui était 24/24, admission en urgence, on faisait le bilan et puis on libérait les patients. C'est vrai que malheureusement, faute de moyens, etc., on a raboté un peu les moyens, donc on n'a plus la garde. Et donc maintenant, c'est en semaine et avec une permanence le samedi, c'est pas ouvert la nuit, c'est pas ouvert le dimanche. Et on n'a pas, nous, d'hospitalisation. Mais quand on tourne la clé en fermant, il faut que tout soit cadré. Donc, le patient qui a un état de mal migraineux, tu l'as soulagé et rentre chez lui. Le patient qui a une méningite est hospitalisé en médecine. Le patient qui a une dissection est hospitalisé en neurovasque. Et le patient qui a une rupture d'anévrisme est au bloc pour une embolisation. Et voilà, nous, on n'a pas de lit d'hospi, en effet. Ok. Une volonté, une petite frustration de ne pas avoir le suivi derrière, ou c'est vraiment quelque chose que tu apprécies de faire de l'urgence
et de l'aiguille. C'est vrai que, par exemple, je vois de temps en temps, c'est vrai que le suivi, alors j'ai du suivi, j'ai quelques patients en consultation, j'ai aussi une activité de consultation, mais c'est vrai qu'on n'a pas la partie hospitalisation, suivi, etc. Mais là encore aujourd'hui, voilà, je me suis dit, tiens, je me souviens d'une patiente que j'ai vue il y a quelques jours qui avait une histoire compliquée de ponction lombaire négative, mais qui après a hyper mal. Donc je me dis, je lui refais la ponction lombaire. Elle a non seulement un syndrome post-ponction lombaire, mais aussi une méningite. Donc voilà, là, c'est vrai que mon intérêt a fait que j'ai regardé ce qu'elle était devenue. Mais c'est vrai que c'est parfois un petit... c'est peut-être une petite déception de ne pas avoir ce suivi en hospice. Et c'est vrai que c'est très satisfaisant aussi pour le patient et tout. Après, c'est vrai que c'est aussi assez sympa de tourner la clé de l'hôpital et de se dire, voilà, tous mes patients, ils sont au bon endroit, au bon moment, et maintenant, je peux déconnecter un petit peu. Alors que quand j'avais mon activité de salle d'hospice, j'avais toujours, ça m'arrivait, alors c'était sympa, j'appelais mes internes à minuit. Ouais, où est-ce que tu en es? Tu as revérifié Madame Dupont? Tu as revérifié Monsieur Durand? L'interne de garde ou l'interne qui n'était pas encore parti chez lui? Ah non, à minuit, c'était parti. Est-ce qu'il existe des structures comme ça ailleurs en France? Non, il n'y en a pas ailleurs en France, il n'y en a pas ailleurs en Europe. Ah ouais. C'est compliqué aussi pour la densité de population parce que tu ne peux pas décider d'ouvrir ton petit centre d'urgence céphalée au milieu de nulle part parce que sinon, on va mobiliser des médecins, des infirmières, un scanner, etc. pour finalement un flux de patients qui n'est pas suffisant. Donc, les estimations faisaient qu'a priori, à part Paris, il pourrait y avoir peut-être Londres qui pourrait avoir une densité de population suffisante, mais l'organisation des soins de santé fait que non. Donc, en Europe, on est les seuls. Et c'est une grande chance. Combien de neurologues ou de médecins dans le centre? Alors, on est 4 médecins neurologues temps plein. On a 1 ou 2 assistants chefs de clinique et 1 ou 2 internes. D'accord. Avec tous donc, une activité principale d'urgence, donc d'accueil des patients dans le cadre de l'urgence. Tous un petit peu d'activité de consultation, de suivi de patients, parfois un peu plus complexes, souvent qui sont référés par des autres neurologues, etc. On a tous une activité, enfin on n'a pas tous, mais on a tous un intérêt en tout cas pour la recherche. Et puis on essaie de publier, de participer à des congrès, de faire mieux connaître les maux de tête. On y reviendra par le biais des réseaux. Moi j'étais parti 1 an à Boston. Donc, comme j'avais un intérêt pour les céphalées, mais aussi pour le vasculaire, il y avait une équipe à Harvard qui travaillait sur les céphalées vasculaires chez la souris. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir aller là-bas pendant 1 an, de partir travailler avec Chen Kayata, qui est une grande sommité dans le domaine de la recherche vasculaire, de la recherche chez la souris et des interactions migraines et vasculaires, qui a notamment, par exemple, démontré que chez une souris migraineuse, donc on ne sait pas, mais chez une souris migraineuse, donc chez une souris chez qui on a mis les gènes de la migraine, eh bien, si on a induit un infarctus cérébral, il sera plus grand chez la migraineuse que la non migraineuse. D'accord. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur ce paradigme-là quand j'y suis allé. Finalement, comme j'y suis resté qu'1 an, on s'est dit que c'était un peu compliqué que je me mette sur la souris. Donc, j'ai repris toutes les imageries, tous les dossiers des patients qui avaient eu des infarctus cérébraux au MGH, à Harvard. Et j'ai regardé la taille de leurs infarctus cérébraux pour voir si, en effet, à temps identique après l'occlusion, en tout cas après l'apparition des symptômes, à tableau identique, etc., est-ce que les migraineux, on a en effet grillent plus vite leurs neurones? Et sur cette étude rétrospective, c'est vrai que c'est ce qu'on avait comme impression, en particulier pour les migraineux avec aura. Comme si finalement, un migraineux avait un métabolisme un peu excessif et que la pénombre diminuait un peu plus vite. D'accord. Et donc voilà, il y a des études en cours pour le moment pour le prouver avec des études prospectives nationales ici en France. Ok. Très, très intéressant. Incroyable. Ouais, donc vraiment, c'est là où on voit que les céphalées vasculaires, que la migraine, on le sait que la migraine, en particulier la migraine avec aura, c'est un tout petit sur-risque vasculaire. Donc tout se tient et c'est pour ça que j'ai beau être très céphalée, migraine, algie vasculaire, je garde quand même un intérêt pour le vasculaire, pour les interactions entre les deux. Ok. Et on touche du doigt cette faculté de pédagogie que tu as. Donc, déjà, enseignant au sein du diplôme interuniversitaire migraine et céphalée,
Tu peux nous en toucher deux mots. Comment c'est organisé? Quel est le projet? Qui est recruté dans ce diplôme interuniversitaire? Oui, c'est vrai qu'il y a ce diplôme qui existe donc, au départ non universitaire, puis est devenu universitaire, et qui a vraiment pour but d'être armé sur tous les types de céphalées. C'est un DU qui était au départ en présentiel, et depuis le Covid, on a transformé avec une grande majorité des cours en distanciel, et finalement tout le monde adore, tout le monde est très content, donc on a continué comme ça. C'est accessible à des neurologues, mais aussi à des médecins généralistes et à des internes. Il y a à peu près 80 personnes qui s'inscrivent chaque année. Mmh. Donc, on se dit génial, il y a 80 personnes qui vont s'intéresser aux céphalées. C'est vrai qu'on est avec les céphalées, on est avec une symptomatologie qui est extrêmement fréquente. Et pour autant, il n'y a pas grand monde qui s'investit là-dedans, s'intéresse à ça. Donc, chaque année, on est plein d'enthousiasme en se disant, voilà, il y a plein de nouveaux étudiants qui se forment et tout, qui disent, même le DU est sympa, on apprend des trucs sympas et tout, mais qui après font d'autres trucs, font d'autres DU et puis trouvent que c'est plus sexy, plus sympa de s'occuper d'AVC, plus sympa ou plus sexy de s'occuper de sclérose en plaques. Alors que moi, je vois vraiment les céphalées comme quelque chose où on peut énormément aider les gens, améliorer leur qualité de vie, qu'on a vraiment des traitements à leur proposer. Alors, voilà, moi, je suis neurologue au départ, mais si j'ai aussi choisi ça, ça a été le destin, la rencontre de Marie-Germaine, la rencontre du professeur du professeur Chounen. Ça a été plein de trucs. Ça a été moi aussi qui ai forcé le destin pour des trucs. Je suis parti à Harvard et tout. Mais ça a été aussi le fait que j'avais envie d'une maladie où il y a des solutions, il y a des traitements. On se fait tellement critiquer en neurologie de ça. Nous, on en a. Et on en a plus encore maintenant. Et on en a d'autres qui vont arriver. Moi, je vois vraiment la neurologie. Enfin, je sais qu'il y a des neurologues qui se disent « Ah, un migraineux dans ma salle d'attente ». Alors que moi, je me dis, mais quand on voit les autres maladies et le peu de traitements qu'on a, on devrait se dire « Ah, cool, un migraineux dans ma salle d'attente, quoi ». Et ça, tu le conclus comment qu'ils trouvent d'autres DU plus sexy, il y a des pertes de vue? Moi, je crois que, je pense que les céphalées, ça reste, comme c'est mal compris, mal connu, ça garde une mauvaise presse. Et après, je pense qu'en effet, c'est plus sexy, c'est plus... Mais je veux dire, ils partent, tu sais qu'ils partent dans notre service, en fait ou... Non, ils font le DU migraine-céphalée, ils aiment bien, mais après, ils font d'autres DU, et puis après, ils deviennent spécialistes de la sclérose en plaques, mais aussi parce que les professeurs, voilà, tout le monde encourage ces spécialités, etc., et que tout le monde ne reconnaît pas la céphalée, la migraine comme étant une maladie qui justifie, ou en tout cas voilà, d'une prise en charge neurologique, etc. On voit tellement de patients qui viennent et qui disent « oui, j'ai vu un neurologue, il m'a dit que j'avais la migraine, il fallait que je vive avec ». Et je trouve ça dommage. Enfin, on imagine à l'inverse que ce neurologue va voir un patient qui a une maladie dégénérative où il ne va pas avoir de traitement, mais il va le revoir après avoir fait tel examen pour savoir si c'est la maladie neurodégénérative de type A ou de type B. Malheureusement, que ce soit A ou B, il n'y a pas trop de traitement. Donc oui, bien sûr, c'est bien pour la recherche. Oui, bien sûr, c'est bien. Mais je me dis, le patient migraineux a tout à fait sa place en consultation, et peut-être même plus que celui pour lequel on n'a pas de traitement. Parce que pour le coup, il y a des traitements en migraine et en céphalée, et on peut changer le cours de la vie des gens. Ok, super. Du coup... grand défenseur de la migraine et céphalée, et tu fais ça aussi sur les réseaux sociaux, du coup. Instagram, je crois que tu as plus de 50 000, 60 000 followers. Un truc de fou. En fait, moi, je fais partie, maintenant, je suis vice-président de la Société française d'études des migraines et céphalées, mais avant même d'être vice-président, quand j'étais membre du conseil d'administration, etc., on m'avait chargé de faire le site de la Société française d'études des migraines et céphalées. Et donc, tout le monde m'a aidé, bien sûr, toute l'équipe de la Société française d'études des migraines et céphalées a donné des idées, etc. Et on a fait le site. Et après, j'ai eu l'impression que c'était déjà un peu obsolète, parce qu'un site internet, c'était déjà un peu obsolète. Et j'avais l'impression que c'était pas loin de distribuer des flyers à la sortie du métro. Et je me suis dit, mais si on veut toucher les gens, si on veut que les patients sachent qu'ils peuvent consulter pour la migraine, sachent que la migraine, c'est une vraie maladie, sachent que c'est pas une fatalité, parce que on le sait, si jamais la cousine Gertrude a eu des migraines, elle a consulté une fois, ça n'a pas marché, on se dit, comme la cousine Gertrude, ça n'a pas marché, je ne vais pas consulter non plus. Ouais. Donc, si on veut toucher ces gens, si on veut toucher leur entourage, leur collègue de bureau qui dit « Ouais, tout le temps, elle est tout le temps absente, elle a la migraine, moi aussi j'ai la migraine ». Non, toi, tu n'as pas la migraine, elle a vraiment une vraie maladie. Je me suis dit, il faut qu'on le fasse autrement.
Et je ne savais pas trop. Et j'ai rencontré une ORL qui s'appelle Docteur de la Voix, qui mériterait que tu l'interviewes aussi. D'accord. Et qui me dit, ah, mais moi, j'ai un compte Insta, je partage des trucs. Et j'ai regardé son compte et j'ai trouvé super. Et je me suis dit, je vais faire ça. Et je vais faire ça pour mes petits patients. Je vais faire des vidéos Insta pour partager. Initialement, c'est donc pour les patients, pour faire de la pédagogie aux patients. Mais moi, je m'étais dit, si j'ai mes 200, 300 patients, ce sera génial. Je fais mon truc et j'ai commencé à faire mon petit truc. Et au départ, c'était ma mère, la mère d'un ami, qui me suivait, des amis. En tout cas, quand tu réalises une vidéo, le message, il est à but pédagogique patient, où tu te dis... Patient et entourage des patients, mais pas nécessairement les médecins. Après, je sais que j'ai des médecins qui me suivent. Ouais. Je sais que j'ai des patients qui me disent, je suis allé voir le médecin, il n'était même pas au courant du nouveau traitement dont vous avez parlé, donc depuis, il vous suit. Donc ça, c'est assez rigolo. Mais au départ, c'est vraiment pour les patients et même pour leur entourage. Et j'ai commencé ça vraiment et je m'étais dit, ça va faire quelques followers, quelques centaines de followers. Et puis un matin, je me suis réveillé et ça faisait bip, 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 bip. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça a bugué, ça a buzzé. Je pense qu'il y a aussi les associations de patients, comme la Voix des migraineux, comme l'Association française des céphalées, qui avait parlé un petit peu de moi. Mais ça a pris des proportions énormes. Je me souviens d'un externe à un moment, qui est maintenant interne, qui m'avait dit, oui, je te ferai une vidéo quand tu seras à 1000 ou 10 000 followers, mais en disant, ça n'arrivera jamais. Je lui dis ça. Et là, je l'attends toujours, sa vidéo. Puisque, bien sûr, là, c'est vrai que ça a pris des proportions énormes et que là, maintenant, je suis à plus que 50 000. Donc, pour un peu récapituler, tu fais des vidéos assez courtes, on appelle ça. Oui, des vidéos de 2-3 minutes maxi, où j'essaie d'aborder des thèmes qui me paraissent importants. Mais c'est technique, parce que pour le coup, on dit que tu fais ça pour les patients, mais c'est vrai que moi-même qui fais donc la FST douleur, qui suis un peu orienté migraine céphalée, en effet, chacune des vidéos, il n'y a pas une vidéo où j'apprends pas quelque chose. C'est gentil, mais c'est vrai que c'est des choses que je veux partager avec les patients, mais qu'en effet, il y a des choses, ça oblige un peu aussi les médecins à se tenir informés et tout, et puis tant mieux. Enfin, moi, je trouve que ce principe des patients experts, il y en a plein qui détestent, qui disent « Oh là là, mais le patient, il vient, etc. » Ça met le médecin en difficulté. Voilà, mais moi, ça nous challenge, ça nous fait... Voilà, et après, c'est très bien qu'ils s'investissent, et je pense que on a plus de probabilité qu'un traitement arrive à son efficacité si jamais le patient en a entendu parler, connaît et adhère, plutôt que si jamais on fait comme on faisait avant, grand savant blanc, tenez, prenez ça. Moi, je préfère discuter avec les patients. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez entendu parler? Oui. Ça, j'ai entendu parler. On m'a dit que c'était un antidépresseur. Jamais je vais le prendre. OK. Si dans ton fort intérieur, tu sais que probablement c'est le traitement qui va le mieux marcher, ce traitement antidépresseur détourné de son indication principale, tu peux le prescrire. Mais si le patient ne le prend pas, il vaut mieux peut-être que tu prescrives un traitement que tu as discuté avec lui, qui est un tout petit peu moins puissant, mais qui va prendre, plutôt que l'autre, qui va rester dans le tiroir. Et donc ça, c'est très bien qu'il ait participé, qu'il ait réfléchi, qu'il ait déjà un peu des données. Moi, je leur dis, tiens, est-ce que vous avez un peu vu mes Insta? Est-ce que vous avez déjà une arrière-pensée? Est-ce que, oui, je vous avoue, je viens pour tel traitement. À ce moment-là, ça me permet de développer, etc. Mais bon, ce truc d'Insta, ça, c'est très bien, mais bon, déjà avant, je prenais plus de nouveaux patients. Et là, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui essayent d'avoir des rendez-vous. Alors, je fais des exceptions de temps en temps, mais c'est vrai que pas trop. Tu t'imposes des choses? Tu le fais au feeling? Comment t'es organisé? Non, j'avoue que je le fais vraiment au feeling. Je ne m'impose pas des choses. Là, pendant cet été, j'ai dû prendre un peu de temps pour ma famille, donc j'ai un peu lâché Instagram. Là, j'ai repris un petit peu. Alors après, ils sont très doués, parce que quand tu oublies un petit peu, le nombre de followers diminue un petit peu, etc. Et puis après, on s'y remet, on revoit les followers, on voit plein de messages encourageants, donc ça redonne envie de s'y remettre. C'est vrai que quand on voit les galères des patients, ça donne envie de le faire et ça donne... envie qu'ils apprennent à mieux comprendre et de forcer un peu les autres médecins. Très, très, très intéressant. Pas de problème avec l'ordre des médecins ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de problème à vulgariser la médecine. Alors, moi, quand j'ai commencé tout ça, tout au début, j'ai commencé, et très rapidement, je crois que j'étais à quelques milliers de followers. Tout de suite, j'ai dit à la Société française d'études des migraines et céphalées, je dis voilà, ça s'appelle Doc.migraine, ça ne s'appelle pas Jérôme Mahouet. Si vous voulez, je vous le donne. Je m'étais renseigné, j'avais trouvé un community manager qui voulait bien faire le job, qui voulait bien, et j'avais dit, on était 12 ou 13 ou 14, je ne sais plus, dans le comité d'administration de la Société française. Je dis, si chaque semaine,
L'un d'entre nous fait ça, fait 2 petites vidéos et plus un petit texte. On a ça toutes les 12 semaines et on peut tenir. Et on m'a dit, oh là là, mais non, etc. Mais continue, mais on te soutient, etc. Mais en tout cas, voilà, moi, ça n'avait vraiment pas une velléité d'être moi. Après, moi, j'y connaissais rien à ce moment-là. Après, on m'a dit, en effet, le fait que ce soit toi, que les gens te reconnaissent, ça joue. Et que peut-être que si ça avait été une fois Pierre, une fois Paul, une fois, ça aurait moins marché parce que les gens ne s'identifient pas, peut-être. En tout cas, tu as le soutien de tes pairs même. Mais en tout cas, voilà, j'ai le soutien de la société française. J'ai plein d'autres médecins qui gentiment ont joué le jeu. Alors après, il faut les solliciter beaucoup. Pour eux, c'est beaucoup. Voilà, ça prend du temps, etc. Mais voilà, après, je m'étais renseigné, mais en effet, on n'a pas le droit de faire de la publicité, mais en aucun cas, c'est de la publicité, puisque moi, je ne veux pas de nouveaux patients. Donc, même là, je vais diminuer mon temps à l'hôpital parce que je craque un peu sur les conditions de travail à l'hôpital et je vais avoir un peu plus de temps dans ma consultation privée. Mais même là, je n'ai pas besoin de nouveaux patients. Donc, en aucun cas, ça n'a une volonté de publicité. Parce que malheureusement, et je vois, et c'est ça qui est aussi difficile, c'est de voir le nombre de patients, alors que j'écris, je ne peux pas répondre à vos messages, je ne peux pas les lire. J'en vois quand même qui essayent, qui lancent des bouteilles à la mer et que malheureusement, je ne peux pas les gérer. Après, j'ai considéré qu'il valait mieux que je prenne 1 heure de temps en temps ou peut-être quelques heures par semaine pour faire ce compte Instagram et informer des dizaines ou des centaines ou des milliers de patients plutôt que de dire allez, ok, cette semaine je rajoute 2 consultations tel jour ou je rajoute 2 tel jour parce que ça restera quand même un nombre beaucoup plus limité, quoi. Non, mais c'est vrai que pour voir le contenu, tu es très factuel, tu es très pragmatique, il n'y a pas de tentative de se faire de la pub ou quoi. On est sur un thème, une pathologie, à l'intérieur de la pathologie, telle particularité, tu vas droit au but, c'est très intéressant, c'est très précis, donc bravo, parce Merci, que vulgariser, c'est vraiment pas évident. Vulgariser avec le dynamisme, la pêche que demandent les réseaux sociaux actuels, c'est... Ouais, si j'avais plus de temps, peut-être que je ferais TikTok et tout ça. Mais là, je me suis déjà dit, Insta, je trouve que c'est déjà, ça me prend pas mal de temps déjà. Ok, bravo. La suite, donc peut-être un petit peu moins de temps passé à l'hôpital. Ouais, j'avoue que toi, t'y es. T'as peut-être pas vu les choses qui évoluent de manière délétère, à mon sens en tout cas. Et c'est vrai que je vois les choses qui étaient bien, qui le sont moins, etc. Donc, c'est plus difficile à vivre. Parce que, voilà, tout le monde, et c'est important de le dire, mais au niveau médical, tout va bien. Enfin, je veux dire, il y a un problème avec un patient, le cardiologue va le prendre en plus, on appelle l'endoc, on l'appelle sur son portable, il va répondre. Enfin, tout le monde est fédéré autour du patient. Mais ce que j'ai de plus en plus de mal, c'est toute la partie administrative, la partie des administratifs qui ne sont pas du tout dans le même état d'esprit que nous médecins, que nos infirmières, que nos kinés, etc. Donc ça, j'avais un peu de mal. Et je me suis dit, voilà, plutôt que de craquer complètement, je limite mon temps à l'hôpital et j'ai 2 jours de consulte dans des conditions agréables, avec des patients sympas. Et le reste du temps, ok, je reste à l'hôpital, je reste dans les difficultés, je continue la recherche, l'enseignement, les urgences. Ouais. Nécessité de se préserver, quoi. Ouais, je pense que c'est aussi un message aussi important, c'est que on a parfois un peu l'impression à l'hôpital d'être un peu pressé comme des citrons, de se dire que de toute façon les médecins ils vont pas faire grève, ils vont pas faire ci, ils vont pas faire ça, et puis on peut leur rajouter ci, et puis on peut leur rajouter ça. Mais voilà, 7 mois pour avoir une imprimante, 7 semaines sans clim dans une pièce qui est comme une serre parce qu'il y a des lumières, il y a des fenêtres qu'on peut pas ouvrir. Voilà, des trucs comme ça, en fait, au bout d'un temps, et quand on a vu que ça pouvait être bien et qu'on voit que ça va de moins en moins bien, on se dit, voilà, en fait, si jamais on arrive à prendre beaucoup de recul, on le vit mieux. Mais moi, c'est vrai que ça m'énerve toujours, j'ai toujours envie de faire bouger les choses, etc. Et donc, mais voilà, je pense que c'est bien de se prendre du temps pour soi et ses patients, tranquillou, dans des conditions agréables. Et puis, toujours, je continue et je pense que ce sera un peu ma soupape, ma consultation avec les patients, et le reste, ce sera les urgences. La médecine, c'est pas que de l'abnégation, que de la lutte. Il faut aussi oui, un peu de douceur. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir des outils qui nous aident, parce que je sais pas comment c'est, mais nous, les outils informatiques à l'hôpital, c'est très, très, très compliqué. C'est pas du tout une aide. C'est vraiment... quand on voit que l'outil peut être bloqué pendant des jours, je trouve ça inquiétant. Et donc là, j'avoue que... dans des conditions agréables, ça peut être vraiment très chouette.
Jérôme, merci beaucoup. C'était impressionnant, passionnant de tout ce parcours qui va très vite. Il va se terminer où? Une envie de Belgique ou pas du tout? On est sur une carrière française? Non, franchement, donc j'aime beaucoup la Belgique, j'y retourne voir ma famille, etc. Après, l'organisation des soins est telle que je pense que c'est plus difficile d'être surspécialiste. Voilà, j'adore Paris. Pour la petite histoire, quand j'ai annoncé récemment à un de mes patients que j'allais diminuer mon temps à l'hôpital, j'ai vu un peu qu'il était inquiet dans son regard et il me dit « Ah, ouf, j'ai cru que vous alliez me dire que vous alliez repartir aux États-Unis et que je m'étais dit que ça allait être compliqué, j'allais venir de temps en temps, mais que j'espérais que vous alliez accepter les téléconsults. » Et non, mais en tout cas, non, c'est pas non plus les États-Unis. Les États-Unis, j'ai adoré cette expérience de recherche et de travailler là-bas, mais je trouve qu'on est différent des Américains. Et donc, non, ça reste la France, probablement Paris. Et voilà, et les urgences céphalées, je trouve que c'est génial comme idée, qu'on peut vraiment aider aussi les patients, que c'est même super intéressant pour nous et tout. Donc, même si c'est difficile, j'y crois encore aussi. Bon. Parfait, merci pour cette énergie. Merci. Après, c'est difficile de ne parler que de soi comme ça fait bizarre. C'est le projet. Merci beaucoup. On se dit à bientôt, bonne continuation. Et puis, un petit message, je sais pas, quel est le message que tu veux donner côté patient et côté étudiant en médecine? Eh ben, écoute, donc côté patient, je vous souhaite de trouver la bonne personne, le médecin qui sera à l'écoute et considérez bien que la migraine, les maux de tête, c'est pas une fatalité. Il y a des solutions, il y a des traitements, il y a la recherche qui avance. Et côté les étudiants en médecine, je pense que il y a des opportunités, il y a des qu'on peut saisir, il y en a qu'on doit créer. Il faut savoir partir. Moi, j'avoue que je suis parti aux US. Ça m'a coûté de l'argent, mais je pense que c'était de l'argent bien investi. Il faut avoir cette chance de tomber sur des mentors comme cette chance que j'ai eue. Et après, c'est vraiment, moi, je referais exactement la même chose. C'est un très beau métier. Des rencontres et plein de choses incroyables à vivre. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à bientôt tout le monde pour de nouveaux épisodes. Merci. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.